Le vieillissement cérébral des éditions Que sais-je de Nitsa Thomason. Le vieillissement cérébral, Nitsa Thomason, Rush University, Chicago, Dr. S. en sciences. Introduction. Le vieillissement et neurosciences. Nous sommes confrontés aujourd'hui au problème majeur du vieillissement de la population. Ce phénomène nouveau est lié au progrès de la médecine et plus précisément de la diminution de la mortalité due aux maladies infectieuses. Il est lié également à la diminution de la natalité, la proportion des personnes de plus de 60 ans étant d'environ 12% dans le début des années 70. Cette proportion approchera les 18 à 20% en 2020. En conséquence, il est naturel que l'importance des troubles liés au vieillissement s'accroisse, tel est le cas notamment de l'atteinte de certaines performances intellectuelles. Cette atteinte était naguère appelée gâtisme. Elles sont présentes aujourd'hui chez 20 à 50% des personnes âgées de plus de 80 ans. Cette observation ne peut qu'encourager l'étude du vieillissement cérébral dont dépend en outre le vieillissement du fonctionnement général de l'organisme. Dans cet ouvrage, nous envisageons essentiellement les aspects neurobiologiques de la sénescence. Les dimensions psychologiques et sociales de ce phénomène mériteraient un développement particulier. 1. Les caractéristiques du vieillissement cérébral normal. Dans la vie quotidienne, le vieillissement du cerveau se manifeste de prime abord par l'oubli. La personne âgée ne retrouve plus le nom d'une personne rencontrée peu de temps auparavant, la place pourtant connue d'un objet ou encore a fréquemment le mot sur le bout de la langue. La personne âgée a également de la difficulté à se concentrer et fixer son attention. Elle peut paraître distraite et souvent bavarde. En outre, parallèlement à la modification de ses capacités cognitives, la sénescence se caractérise par une altération des organes des sens, diminution de l'acuité auditive et visuelle, du goût, du tact, toucher et de l'équilibre. Il devient plus difficile de lire le journal, de participer à une conversation entre plusieurs personnes. Le sujet sénescent s'irrite progressivement du monde extérieur, les odeurs et les saveurs perçues tendent à s'uniformiser pour se réduire aux acides, ce qui pourrait expliquer l'anorexie du vieillard. Les gestes sont moins rapides et moins précis et rendent difficile la conduite automobile et ralentissent la marche. Les troubles de l'équilibre provoquent des chutes. Nous tenterons dans cet ouvrage de définir à propos de la sénescence quelle est la part du vieillissement du cerveau et la part de celui des organes, des sens et des muscles qui lui sont asservis. Ces manifestations de surface du vieillissement cérébral ne font aucun doute. Cependant, elles relèvent des modifications neuroanatomiques et biochimiques plus subtiles qu'il est indispensable de commenter malgré les caractères arides de cet aspect du vieillissement. Par exemple, on observe une atrophie corticale qui s'accompagne d'une dilatation des ventricules cérébraux. Il s'agit de 4 cavités remplies de liquide céphalorachidien. Ces modifications morphologiques expliquent la réaction antério-postérieure du ruban cortical, bande de cortex située sur l'axe avant-arrière du cerveau et conduisent donc à une diminution du volume cérébral occupé par les neurones. Celle-ci serait due en partie à l'existence de lésions du tissu nerveux comme les plaques séniles ou la dégénérescence neurofibrillaire DNF. En outre, on constate lors du vieillissement des modifications locales du métabolisme cérébral. La consommation de glucose et d'oxygène par le cerveau diminue dans le lobe temporel, où sont situées les structures responsables de la formation des souvenirs, hippocampe et amygdale et du langage et de Wernicke dans l'hémisphère droit, ainsi que dans le lobe frontal qui contribue entre autres au rappel à la décision et au langage, aire de Broca dans l'hémisphère droit. Ces altérations structurales et fonctionnelles, pertes neuronales et diminution du métabolisme dans le lobe temporal, par exemple, pourraient être rapprochées des déficits mnésiques observés chez les vieillards qui, dans les cas extrêmes, évoluent vers l'amnésie. Enfin, si l'on admet que le métabolisme cérébral reflète principalement l'activité synaptique, les modifications métaboliques observées au cours du vieillissement révèlent les changements dans l'activité des systèmes neurotransmission tels
le cas par exemple des systèmes monominergiques où l'on note une diminution du taux de la noradrénaline, de la sérotonine et de la dopamine chez les sujets âgés. L'étude de la compréhension de ces dysfonctionnements neurochimiques ainsi que celle des altérations neuroanatomiques sont cruciales si l'on veut parvenir à retarder, contrôler et compenser les effets négatifs du vieillissement cérébral. Dans cette perspective, l'intérêt scientifique du vieillissement pathologique réside dans le fait qu'il offre un modèle de dysfonctionnement cérébral dont l'étude permet d'émettre des hypothèses sur le mode de fonctionnement du cerveau lors du vieillissement normal. À titre d'exemple, l'explosion des recherches sur la maladie d'Alzheimer fait progresser la connaissance des processus cérébraux normaux impliqués dans la sénescence, les différences quantitatives dans le nombre et la nature des lésions cérébrales, plaques séniles, dégénérescence, neurofibrillaires, ainsi que dans les modifications morphologiques, atrophie corticale, perte neuronales l'ont même conduit à supposer l'existence d'un continuum entre le vieillissement normal et la maladie. En outre, la proximité symptomatique des deux processus est à l'origine de nouvelles hypothèses concernant les causes et les mécanismes du vieillissement cérébral normal qui attraient les hypothèses avancées par les théories générales du vieillissement cellulaire. 2. Lutter contre les effets du vieillissement cérébral. Cependant, les deux formes de vieillissement cérébral normal et pathologique comme la maladie d'Alzheimer diffèrent sur un point fondamental. Contrairement à l'aggravation pour l'instant irrémédiable de la maladie, le vieillissement cérébral normal peut être un vieillissement réussi. En d'autres termes, la personne âgée peut parvenir à maintenir ses capacités cognitives et à conserver ses activités intellectuelles en dépit des modifications neuroanatomiques et biochimiques dues à l'atrophie neuronale. En effet, les neurones possèdent une aptitude à remodeler leurs circuits, c'est-à-dire qu'ils peuvent modifier des connexions synaptiques déjà existantes ou en établir de nouvelles. Cette plasticité cérébrale peut être stimulée par la gymnastique intellectuelle, par le maintien ou même le développement tardif d'une certaine créativité, mais aussi par certaines substances récemment élaborées, par exemple les médicaments nootropes. Ces derniers constituent une nouvelle classe de psychotropes qui visent directement, sans modulation de la vigilance, absence d'effets sédatifs, à faciliter les mécanismes fondamentaux de l'activité intégrative du cerveau, de la mémoire, de l'apprentissage, tout en augmentant la résistance aux facteurs amnésiants. L'ensemble de ces moyens, qu'ils soient naturels ou pharmacothérapeutiques, permettent de retarder et de lutter contre les effets négatifs du vieillissement cérébral. Ils contribuent au maintien le plus longtemps possible d'une vie mentale normale et de l'autonomie socio-relationnelle de la personne âgée. Ils représentent donc autant de chances pour nos doyens de garder une certaine jeunesse d'esprit, une certaine projection et confiance dans leur avenir. Ils entretiennent l'espoir et, comme le formule à juste titre la sagesse populaire, l'espoir fait vivre. Cet ouvrage fait le point sur le vieillissement cérébral. Nous abordons successivement ses manifestations neurobiologiques, ses rapports avec le vieillissement pathologique et hypothèses qui peuvent être avancées sur ses causes et ses mécanismes. Mais l'idée qui est également développée est qu'il est possible de vieillir dans de bonnes conditions, de devenir, selon l'expression de l'historien des sciences Georges Canguilhem, un beau vieillard. Fin de la page 8 et début du chapitre 1. Les manifestations du vieillissement cérébral normal. 1. Aspect neurobiologique du vieillissement cérébral normal. Quelles sont les modifications neurobiologiques survenant lors de la sénescence? Quelle est la part du vieillissement du cerveau et de celui des systèmes sensoriels et moteurs qui lui sont asservis? Ces questions sont développées dans ce qui suit depuis les observations générales de surface, vieillissement neurosensoriel, neuromoteur, vieillissement des rythmes biologiques jusqu'au niveau neuroanatomique, changeants structuraux et fonctionnels du cerveau, et neurochimiques, changements dans les systèmes de neurotransmission. 1.
Le vieillissement neurosensoriel, les capacités sensoriperceptives constituent l'un des domaines du fonctionnement cérébral. Elles permettent l'interaction de l'individu avec le monde extérieur et regroupent les différents systèmes neurosensoriels: la vue, l'ouïe, le sens du toucher et l'équilibre, l'odorat et le goût. Aucun de ces systèmes neurosensoriels n'échappe au vieillissement. C'est à partir de 40 ans qu'apparaissent par exemple la presbytie, la presbycusie, la presbyvestibulie. On note également un affaiblissement dans l'adaptation et l'agilité motrice des membres inférieurs. Ces déficits sensoriels sont indissociables du support neuronal puisque le cerveau analyse les informations en provenance des organes des sens, dont certains sont localisés dans les muscles, et adapte les réponses dès lors si les signaux extérieurs sont mal interprétés ou déformés. L'individu aura une perception erronée du monde et ses performances seront affectées. A. La sénescence visuelle, la presbytie, l'avancée en âge détermine une altération des capacités visuelles. Les personnes âgées présentent des difficultés d'adaptation aux variations brusques du passage lumière-obscurité et sont sensibles à l'éblouissement. L'acuité visuelle décline pour le déchiffrage des plus petites lettres, si bien que la lecture demande une augmentation de l'éclairement et des contrastes. L'étendue du champ visuel se rétrécit surtout à partir de 55 ans. La perception binoculaire du relief et celle des couleurs s'émoussent. Le pourcentage de perte des capacités visuelles est de 8 à 21% chez des sujets âgés de 60 à 79 ans et atteint de 24 à 46% dans la tranche de 80 à 89 ans. Ces modifications sont dues à la diminution de la taille de la pupille, à des changements de la circonférence et de forme du cristallin et à la réduction de la taille de la zone rétinienne centrale, macula. En effet, la pupille qui sert de diaphragme permet, selon son degré d'ouverture, de régler la sensibilité au contraste. Le cristallin, lentille biconvexe situé à l'avant de l'œil, permet par l'ajustement de son rayon de courbure l'accommodation visuelle. Enfin, la macula, zone réceptive nerveuse située au centre de la rétine, permet la vision précise et colorée. B. La sénescence auditive. La presbycusie, avec l'âge, on constate également une baisse de l'acuité auditive. Le sujet sénescent présente un déclin dans l'aptitude à discriminer les fréquences auditives, et ceci surtout pour les gammes de haute fréquence. Par exemple, dans le domaine du langage parlé, il apparaît un défaut de perception et d'identification de certaines consonnes correspondant à des sons vocaux de haute fréquence: S, Z, T, F et G. Au contraire, les voyelles qui correspondent à des émissions de fréquences plus basses sont mieux entendues. En outre, le pouvoir de la localisation spatiale d'un son se perd avec le grand âge, toujours pour les hautes fréquences. Il apparaît enfin un phénomène d'accentuation de la perception des bruits de fond, qui a pour conséquence le masquage progressif de l'identification des signaux auditifs significatifs indispensables à la compréhension. On observe une diminution de l'acuité auditive de 20% chez des personnes âgées de plus de 65 ans. Ce taux s'élève à 48% chez des personnes de 75 à 85 ans. Ces modifications sont dues au vieillissement des éléments constituant l'appareil auditif: conduit auditif externe, membrane tympanique, oreille moyenne, chaîne de transmission osseuse et oreille interne. Précisément, l'organe cochléaire situé dans l'oreille interne qui assure la transformation de la vibration sonore en message nerveux, transduction nerveuse, peut présenter trois modifications majeures en cours du vieillissement. La première est une perte d'élasticité de sa membrane basale qui rend la transduction moins précise. La seconde est une diminution du nombre de cellules responsables de la transduction. La troisième est une modification des processus métaboliques qui ont lieu dans l'oreille interne, maintien de la composition ionique du milieu I.E de l'endolymphe. C. La sénescence proprioceptive. La neuropathie sénile des sens proprioceptifs fait partie de ce qu'on appelle la somesthésie. Cette sensibilité perceptive corporelle regroupe les informations provenant de la peau touchée et des muscles, tendons et articulations.
proprioception. Ces dernières sont essentiellement dans le contrôle volontaire et involontaire des mouvements et contribuent avec la vue au maintien de la posture par rapport à la verticale I.E. L'équilibration. Avec l'avancée en âge, on constate un affaiblissement du sens proprioceptif qui entraîne des troubles de l'équilibre ainsi que des chutes quand l'éclairage est insuffisant. Cet affaiblissement de la proprioception est plus sensible au niveau des membres inférieurs, la sensibilité des articulations distales, phalanges, des doigts, des pieds, ainsi que le tact fin de la voûte plantaire s'émousse. Cette neuropathie du grand âge s'accompagne d'une diminution de l'élasticité du tendon d'Achille, ainsi que des réflexes tendineux des membres inférieurs. Ce vieillissement nerveux périphérique est observé par un ralentissement croissant de 0,10 à 0,22 mm par an des vitesses de conduction des fibres nerveuses qui apportent les informations sensorielles au système nerveux central. Les afférences sensorielles, la conduction à l'intérieur de la moelle, la conduction intramoléculaire subit également ce ralentissement. L'examen histéologique des cellules musculaires montre une réduction du nombre des faisceaux neuromusculaires, organes sensoriels situés à l'intérieur du muscle, qui régulent la tonicité ainsi qu'une diminution du nombre des fibres sensorielles les plus myélinisées, dont la vitesse de conduction depuis le muscle jusqu'à la moelle épinière est rapide. On décrit aussi une diminution du nombre de corps cellulaires et de ces neurones sensoriels au niveau des ganglions spinaux, qui regroupent à chaque étage de moelle le corps cellulaire de neurones en provenance d'une partie donnée du corps, ainsi qu'une diminution du nombre des fibres sensorielles les plus myélinisées, dont la vitesse de conduction depuis le muscle jusqu'à la moelle épinière est rapide. On décrit aussi une diminution du nombre de corps cellulaires et de ces neurones sensoriels au niveau des ganglions spinaux, qui regroupent à chaque étage de moelle les corps cellulaires des neurones en provenance d'une partie donnée du corps, ainsi qu'une réduction progressive de la densité cellulaire du cortex pariétal ascendant, aire corticale de réception finale des influx somesthésiques situés derrière le sillon central. D'une façon générale, ces changements proportionnels à l'âge aboutissent à une véritable différenciation somesthésique, c'est-à-dire l'altération de l'interprétation centrale des signaux périphériques en provenance du corps, et conduit donc à l'affaiblissement de la perception du corps propre. Ces altérations nuisent à la rapidité et à l'efficacité des réflexes d'adaptation posturale en cas de déséquilibre brusque. En outre, la modification de la posture axiale en flexion vers l'avant, la diminution de la force musculaire du tronc et des membres inférieurs contribue à un risque final commun, la chute. D. La sénescence vestibulaire presbivestibulie. L'appareil vestibulaire est situé dans l'oreille interne et contribue à l'équilibre du corps par rapport à la verticale. Avec la vue et la proprioception, son interaction chez les personnes âgées se traduit par des vestiges, des étourdissements, des déséquilibres et des chutes. Fin du paragraphe 1er de la page 14. D'un point de vue histologique, cette presbivestibulie se traduit au-delà de 70 ans par une réduction de 20 à 40% des cellules du système vestibulaire. D'un point de vue fonctionnel, les conséquences du vieillissement se traduisent essentiellement par la diminution de sensibilité du vestibule aux déplacements très rapides et complexes que peuvent subir l'axe corporel et surtout la tête, rotation et translation. Néanmoins, le rôle de la sénescence vestibulaire apparaît comme secondaire dans les problèmes complexes de l'équilibration du sujet âgé. Ceux-ci sont principalement dus à une diminution de l'acuité visuelle et de l'efficacité proprioceptive. La sénescence gustative et olfactive. Le goût s'altère avec l'âge. Cette perte de reconnaissance du caractère sucré, salé, acide et amer est due à la raréfaction des récepteurs sensoriels, la partie depuis la pointe jusqu'à la partie postérieure de la langue. Le vieillissement du goût se traduit par une élévation des seuils d'intensité de stimulation perceptive et par un émoussement de l'identification des saveurs. Ainsi,
Disparaissent dans un ordre bien déterminé, parallèlement à l'avancée en âge, la perception du sucré, puis celle du salé, récepteurs situés respectivement sur la pointe de la langue, puis sur les bords adjacents, suivis de celle de l'acide et en dernier lieu de l'amertume. Récepteurs situés sur les bords postérieurs de la langue, il en résulte que dans le grand âge, de nombreux aliments sont perçus essentiellement comme acides ou amers. En réalité, il existe une association très étroite entre le goût et l'odorat. Celui-ci est loin le sens le plus complexe et joue le rôle le plus important dans la reconnaissance et l'appréciation subtile des boissons et des aliments. L'affaiblissement de l'odorat porte sur la détention des odeurs, leur discrimination, leur dénomination et leur mémorisation. Les meilleures performances de discrimination et d'identification des odeurs sont enregistrées entre 20 et 50 ans. Au-delà, les performances diminuent lentement et chutent de façon importante après 60 ans. Entre 65 et 80 ans, la moitié des sujets présentent un déficit de l'identification des odeurs. Après 80 ans, les trois quarts des sujets présentent un déficit de l'odorat. Ils sont hyposmiques. Le symptôme hyposmique est d'ailleurs un symptôme présent dès le début de la maladie d'Alzheimer. Chez ces malades, la capacité de détention peut être longue, conservée, mais l'identification n'est plus réalisée. Ainsi, les déficits neurosensoriels de la personne âgée sont souvent multiples et s'associent, ce qui produit une sorte d'isolement face aux différenciations plurisensorielles. Ces déficits sont en outre facteurs d'isolement affectif et cognitif. Ils sont susceptibles d'entraîner le désintérêt, la démotivation, l'inertie de l'existence quotidienne. Cet isolement sensoriel progressif est dû à la baisse d'efficience neurotropsychique et contribue au retrait social et à l'absence d'espoir de la personne âgée. 2. Le vieillissement neuromusculaire, les informations sensorielles que nous venons d'aborder progressivement de la périphérie du corps et parviennent au cerveau pour être interprétées. Elles constituent schématiquement ce qu'on appelle la branche afférente du système nerveux. En réaction à ces informations sensorielles, le cerveau envoie aux muscles des commandes motrices par l'intermédiaire de la moelle. Celle-ci constitue la branche efférente du système nerveux et permettent l'action. Or, au cours du vieillissement, on assiste à la modification des caractéristiques de l'activité musculaire, diminution de la force, fatigabilité accrue, atrophie progressive de la masse musculaire. Ces changements particulièrement évidents au niveau de la main, par exemple, s'expliquent en partie par l'altération du système nerveux moteur I.E. L'ensemble des fibres efférentes à la sénescence musculaire chez la personne âgée, la musculature de l'ensemble du corps voit ses propriétés altérées. C'est ainsi que la force musculaire maximale vers l'âge de 20 ans se maintient constante jusqu'à 50 ans pour diminuer ensuite de 1% par an entre 45 et 55 ans, puis de 1,5 à 2% dans la décennie suivante et enfin de plus de 2% après 65 ans. En revanche, l'endurance reste stable ou même augmente avec l'âge. Quant à la masse musculaire, elle fond progressivement. Si elle reprend près de 45% de la masse corporelle totale de l'âge adulte, elle ne correspond plus qu'à 25% de cette masse chez le vieillard. Enfin, l'élasticité et l'extensibilité du muscle s'altèrent lors du vieillissement et les risques de rupture musculaire s'accroît. B. La sénescence des neurones moteurs. L'altération des muscles peut s'expliquer en partie par les modifications du système neuronal. À l'origine des commandes motrices, on note ainsi au cours du vieillissement que le nombre de motoneurones, neurones moteurs qui partent de la moelle épinière pour connecter les muscles, diminue et que l'altération cellulaire peut s'observer chez ceux qui demeurent. L'origine de cette atteinte du système nerveux moteur périphérique serait la dégradation progressive de la circulation artérielle à l'intérieur de la moelle épinière. En outre, au cours du vieillissement, les fibres nerveuses perdent peu à peu leur gaine de myéline, manchon de cellules gliales appelées cellules de Schwann, qui constituent une sorte d'isolement électrique, si bien que la vitesse de conduction des commandes motrices est diminuée. En conséquence, la dextérité manuelle est altérée, les mouvements et les déplacements sont plus lents, le pas est lourd, raccourci et traînant,
le temps de réaction des muscles de l'axe du corps. Tronc et membres inférieurs sont allongés. Ce contexte explique l'augmentation du risque de chute du vieillard qui anticipe moins facilement et réagit moins rapidement aux situations. Enfin, les jonctions neuromusculaires, c'est-à-dire les endroits où les nerfs moteurs établissent des connexions avec les cellules musculaires, présentent des signes de d'énervation. En d'autres termes, les contacts entre les muscles et les fibres nerveuses vont être moins nombreux chez les personnes âgées. L'hypothèse formulée ici serait que les muscles étant moins stimulés s'atrophient progressivement. Quelle serait la cause de la diminution de l'activité des neurones moteurs au cours du vieillissement? Plusieurs scénarios peuvent être envisagés, ou bien l'altération des neurones serait en fait directe du grand âge, ou bien de la diminution du mouvement volontaire qui s'observe fréquemment chez le vieillard, entraînant l'immobilisation et la sous-utilisation des muscles qui, de façon rétrograde, provoquerait la dégénérescence des neurones moteurs qui les connectent. En outre, l'altération du tissu musculaire s'expliquerait également par un essoufflement du métabolisme, celui-ci devenant insuffisant pour l'entretien et le maintien des propriétés musculaires. Ce ralentissement de l'activité métabolique favoriserait l'accumulation du tissu adipeux et conjonctif qui réduirait d'autant l'activité des muscles. Le vieillissement cérébral normal affecte la composante motrice du système nerveux. Ainsi, des personnes âgées dépourvues de toute pathologie identifiable de l'appareil neuromusculaire rapportent une faiblesse musculaire, un ralentissement moteur et une maladresse dans la réalisation des mouvements précis. 3. Le vieillissement des rythmes biologiques. La plupart des grandes fonctions physiologiques telles que la température, la faim, la soif, la reproduction, l'activité et le repos, ou encore la sécrétion d'hormones ont un caractère cyclique. Elles sont soumises à des variations de rythme qui peuvent être quotidiens ou saisonniers. Lorsque nous vieillissons, ces fonctions se modifient et se révèlent l'altération des systèmes d'entraînement des rythmes biologiques. Le contrôle cérébral des rythmes biologiques, le contrôle neurobiologique des activités rythmiques est assuré par plusieurs structures cérébrales en rapport avec l'hypothalamus et l'hypophyse. Ces deux structures profondes sont directement reliées l'une à l'autre par la tige pituitaire et permettent entre autres de transformer les messages nerveux qui parviennent de l'hypothalamus en messages hormonaux qui partent de l'hypophyse. Le tandem hypothalamus-hypophyse règle ainsi le cycle d'activités physiologiques telles que la reproduction, la température, le métabolisme ou le sommeil. Chez les personnes âgées, ces rythmes biologiques circadiens qui régulent l'adaptation du fonctionnement de l'organisme à l'alternance entre le jour et la nuit ou saisonniers sont souvent modifiés. B. Les cycles intervenant dans la reproduction des hormones sexuelles, oestrogène pour les femmes et testostérone pour les hommes, est soumise au contrôle de l'hypophyse. Chez la femme qui s'avance en âge, la production d'oestrogène est brutalement stoppée. Cela signe la fin des cycles menstruels, les ménopause et révèle la modification de l'activité des structures de contrôle. Le défaut des oestrogènes est de multiples répercussions car ce type d'hormone agit sur de nombreux systèmes physiologiques. Ainsi, il entraîne plus ou moins rapidement une diminution de l'épaisseur de la peau et il provoque l'ostéoporose, c'est-à-dire une décalcification et une fragilisation globale des os qui deviennent poreux et cassants, ainsi qu'une athérosclérose, c'est-à-dire une rigidification des artères pouvant induire des troubles cardiovasculaires. Toutefois, un traitement préventif existe qui consiste en l'administration d'oestrogènes sous forme de pilules chez l'homme âgé. Les modifications de l'activité hypophysaire sont associées à une baisse de l'amplitude du rythme de sécrétion de la testostérone. Fin de la page 19. D'autres termes, le niveau de l'hormone mâle diminue avec l'âge et serait certainement impliqué dans la diminution du volume de la forme musculaire ainsi que dans celle de la pilosité. Toutefois, les signes de l'andropause, équivalent masculin de la ménopause, ne sont pas aussi nets que ceux de la ménopause. C. Les cycles de température, les variations de la température corporelle sont contrôlées par des cellules nerveuses situées dans l'hypothalamus.
Elles sont réglées selon le cycle circadien sur la journée et d'autres saisonniers. Chez la personne âgée, où on a pu montrer une baisse d'amplitude du rythme circadien, c'est-à-dire une diminution des variations de température au cours d'une journée. L'écart entre la valeur la plus élevée et la plus basse diminue chez le vieillard. Toutefois, le rythmicité circadienne ou saisonnière semble maintenue. La température corporelle conserve un pic localisé au milieu ou à la fin d'après-midi et un minimum vers 2 heures, ainsi qu'un pic en hiver et un creux en juin. Même s'il y a conservation de la rythmicité interne, la baisse d'amplitude dans la variation des températures corporelles pourrait expliquer la vulnérabilité des personnes âgées au grand froid ou aux vagues de chaleur. Leur température corporelle ne serait pas assez élevée en hiver et trop élevée en été. Des cycles de sécrétion du cortisol et métabolisme. Si l'amplitude de certains rythmes diminue, cas des hormones sexuelles et de la température, l'amplitude d'autres rythmes peut également augmenter au cours du vieillissement. C'est le cas du cortisol, sa production par les glandes cortico-surrénales, glandes situées au-dessus des reins, est contrôlée par l'hypophyse. Cette hormone est vitale, elle règle le métabolisme des sucres et des graisses, et en particulier de la dégradation des protéines. C'est un catabolisant, une substance qui, au contraire de la testostérone anabolisante, favorise la dégradation des tissus. Cette dégradation serait à l'origine de la fonte des muscles et de la fragilité des os, de l'amincissement de la peau et des baisses de performance du système immunitaire. Par ailleurs, on observe un déplacement du pic de sécrétion du contrôle, son maximum au cours de la journée. Ainsi, des personnes âgées en bonne santé présentent une tendance à l'avance de phase. Le pic survient plutôt au cours du cycle. On retrouve ce phénomène pour certains stéroïdes, hormones sécrétées par le placenta et diverses glandes comme les glandes génitales ou les cortico-surrénales. Dans l'exemple du cortisol, cette avance de phase doublée de la haute amplitude du rythme de sécrétion quotidien est voisine de ce que l'on observe dans la dépression. La dépression sont fréquentes dans la population âgée et ce problème pourrait être lié à la modification du rythme de sécrétion du cortisol. Fin du premier paragraphe de la page 21. Le cycle de vieil-sommeil. Le problème de la dépression chez les vieillards, évoqué en rapport avec le taux de cortisol, permet d'introduire un phénomène fréquemment rencontré en gériatrie. La perturbation du cycle qui règle la veille et le sommeil. En effet, les dépressions rencontrées chez les sujets âgés pourraient être liées à l'altération du rythme vieil-sommeil. Ce cycle dépend entre autres d'une structure du système nerveux central, la glande pinéale. Cet organe reçoit du système visuel des informations sur l'alternance lumière-obscurité et réagit par la sécrétion d'une hormone, la mélatonine. La mélatonine informera ainsi l'organisme sur la durée du jour et de la nuit. C'est un donneur de temps qui nous permet de nous adapter à notre environnement. Pour cela, elle est produite la nuit avec un pic de sécrétion à 2 heures et est quasiment nulle le jour. La mélatonine stabilise ou renforce le rythme circadien. Elle accentue la baisse nocturne de la température et facilite l'endormissement. Chez les sujets âgés, le taux de mélatonine est en baisse. Il provoquerait en partie l'avance de phase de près de 2 heures du cycle vieil-sommeil observé chez les vieillards par rapport aux sujets jeunes. Ce phénomène d'avance de phase est en outre renforcé par l'avance des systèmes chronisateurs externes que sont le dîner et le coucher précoce et la quasi-absence des activités vespérales. Cela pourrait expliquer la difficulté d'endormissement et les insomnies rencontrées chez nos doyens, phénomène largement répandu dans le syndrome dépressif. En effet, la moitié des sujets âgés de plus de 65 ans se plaignent de la qualité de son sommeil. Objectivement, le principal caractéristique
du sommeil du sujet âgé et sa fragmentation, on constate une augmentation du nombre et de la durée des éveils nocturnes dès la cinquantaine et celle-ci s'accroît avec l'âge. La durée moyenne des éveils nocturnes passe de 5 à 10 minutes chez le jeune à 1 à 2 heures. Ainsi, la capacité à rester endormi ou à se rendormir diminue avec l'âge. Globalement, l'efficacité du sommeil, c'est-à-dire le rapport entre le temps de sommeil effectif et celui passé au lit, est diminué en raison d'un allongement de ce temps. Mais la durée de sommeil sur 24 heures n'est pas changée puisque les personnes âgées font la sieste diurne. L'augmentation de la fréquence des siestes avec l'âge traduit une moindre vigilance en journée et une fatigabilité à la concentration accrue. La moitié des sujets retraités pratiquent la sieste dont la durée moyenne se porte à un quart d'heure. Nos horloges biologiques se dérèglent avec l'âge. Les structures cérébrales qui contrôlent les rythmes circadiens et saisonniers voient leur activité modifiée. De tels changements expliqueraient les difficultés d'endormissement, altération du rythme vieil-sommeil, la vulnérabilité aux variations importantes de la température ou encore la fréquence des dépressions dans la population de vieillards. Les modifications de surface dont nous venons de parler, vieillissement neurosensoriel, neuromusculaire, vieillissement du rythme biologique, s'accompagnent de modifications anatomiques et fonctionnelles du cerveau. 4. Changements neuro-anatomiques, structuraux et fonctionnels. Depuis les travaux de Gall en 1825 ou de Boca en 1860, les anatomistes, physiologistes et neurologues ont mesuré et décrit les modifications de structures cérébrales morphologiques, ainsi que les altérations du fonctionnement cérébral, métabolique et électrique. Nous décrivons ici celles qui sont dues au vieillissement. A. Modifications morphologiques. Il existe deux niveaux dans les modifications structurelles du cerveau. Le premier est macroscopique et regroupe le changement de l'aspect des méninges, trois enveloppes de peau situées entre le cortex et le crâne. La dilatation. Fin de la page 23. Ventriculaire, cavités cérébrale, l'élargissement des sillons corticaux et la diminution progressive du poids du cerveau. Le second niveau d'observation des modifications structurelles est microscopique. Il concerne la diminution du nombre du volume de neurones, perte et atrophie corticale, l'augmentation de la densité de la glie, cellules non nerveuses, l'apparition de lésions du tissu nerveux, dégénérescence neurofibrillaire et plaques séniles, et enfin l'altération de la paroi des vaisseaux cérébro-fibrose. Modification de l'échelle macroscopique, l'aspect des méninges se modifie avec l'âge, la dure-mère, enveloppe protectrice située contre l'os est ainsi l'arachnoïde, enveloppe très vascularisée située entre la dure-mère et la pie-mère, ainsi que cette dernière deviennent opaques. Depuis l'avènement du scanner qui a permis de définir les critères de normalité ventriculaire à l'aide de mesures linéaires de surface et de mesures de volume, de dilatation ventriculaire a pu être étudié, ces mesures représentant les résultats du rapport de la taille des ventricules avec les différents diamètres de la pâte crânienne et permettent de définir des index. On a ainsi montré l'élargissement progressif de la taille des ventricules cérébraux au cours du vieillissement avec un prononcement plus marqué à partir de 60 ans. D'autre part, les ventricules latéral gauche apparaissent chez des sujets normaux plus larges que le droit. Les sillons cérébraux du sujet âgé apparaissent mieux définis et plus larges, aux dépens des circonvolutions corticales qui deviennent plus étroites. Ainsi, l'élargissement des sillons pourrait être lié à la perte, ou plutôt à la diminution du volume de substances grises corticales, corps cellulaire des neurones, qui constituent la circonvolution. Cette atrophie corticale est constatée à partir de 40 ans et augmente par la suite, mais reste toutefois limitée et peu marquée. Elle toucherait principalement les lobes frontal et pariétal, respectivement situés en avant et en arrière du sillon central. Fin du premier paragraphe de la page 25.
Enfin, l'atrophie corticale et la dilatation de l'une des ventricules cérébraux expliquent la réduction du poids du cerveau au cours du vieillissement. Ce point a été beaucoup discuté du fait que le poids du cerveau pour un âge donné a tendance à augmenter d'une génération à l'autre. En effet, cette augmentation semble directement liée à l'augmentation de la taille des individus. Dès lors, comparer des poids de cerveau d'individus de générations différentes entraîne des erreurs dues à cet effet de cohorte. Si l'on en tient compte, la perte de poids du cerveau au cours du vieillissement est de 2% par décennie à partir de 50 ans. Cependant, ces modifications sont très variables d'un individu à l'autre et les critères de normalité en fonction de l'âge sont extrêmement difficiles à préciser. Modifions à l'échelle microscopique. Si à l'échelle macroscopique l'atrophie corticale entraîne une diminution du poids du cerveau au cours du vieillissement, elle se traduit à l'échelle macroscopique par une dépopulation neuronale. Celle-ci affecte 10 000 à 50 000 neurones par jour. À partir de 50 ans, nous en possédons environ 100 milliards à l'âge adulte. Cette diminution du nombre de neurones ne se fait pas de manière uniforme. Certaines régions, telles que le tronc cérébral, l'étage inférieur du cerveau, bulbe, pont et cervelet, sont épargnés alors que d'autres, comme le cortex associatif, qui ne reçoivent pas directement l'information du monde extérieur, sont très affectés. L'hippocampe, structure profonde de lobe temporal, semble également être une région particulièrement sensible à cette atrophie neuronale. Cette observation est intéressante car l'hippocampe est une structure indispensable à l'élaboration et au rappel des souvenirs. Or, la première plainte des sujets âgés concerne les déficits mnésiques. Ainsi, la dégénérescence des neurones de l'hippocampe pourrait être à l'origine de l'altération de la mémoire. Fin du premier paragraphe de la page 26. Parallèlement à la perte neuronale, la taille des cellules nerveuses diminue chez les personnes âgées. Les prolongements des neurones, les dendrites, qui sont essentiels dans le maintien des connexions, subissent des modifications dégénératives. On note une perte des épines dendriques où sont situées de nombreuses synapses ainsi qu'une modification de la forme des dendrites elles-mêmes. Ces altérations affectent l'efficacité du fonctionnement du réseau neuronal, neurotransmission. Des modifications dans le nombre des cellules nerveuses, la glie, apparaissent au cours du vieillissement. Les cellules gliales prolifèrent, ce qui suggère une altération des processus de synthèse de cette catégorie de cellules pour compenser la perte neuronale. Mais là encore, les variations individuelles sont considérables. À ces modifications des éléments constituant le tissu cérébral s'ajoutent des lésions ou des dépôts de substances anormales dans le cerveau sénescent, qui s'observe également dans le vieillissement pathologique mais en moins grand nombre. On trouve ainsi une dégénérescence neurofilaire, lésion due à l'altération neuronale, peu dense et en général limitée à l'hippocampe et à l'amygdale, autre structure temporale profonde impliquée dans la formation et le rappel du souvenir. Sa fréquence augmente en fonction de l'âge et devient constante chez les sujets âgés. Toutefois, la dégénérescence neurofibrillaire n'est pas spécifique du vieillissement cérébral puisqu'on peut l'observer dans d'autres affections neurologiques. Il existe également des plaques séniles qui parsèment le cortex et l'hippocampe. Elles sont formées d'une substance amorphe amyloïde et entourées d'une couronne où se trouvent enchevêtrés des débris neuronaux en voie de destruction. Ces plaques sont présentes chez une majorité des personnes au-delà de 70 ans. Enfin, le vieillissement cérébral se caractérise par des altérations de la paroi des vaisseaux cérébraux qui se rigidifient. Cette fibrose entraîne une réduction de la plasticité artérielle, une diminution de la réactivité vasomotrice, dilatation ou rétrécissement des vaisseaux sanguins cérébraux, et de l'adaptabilité circulatoire à l'accroissement des besoins. B. Modification fonctionnelle. Les modifications morphologiques ont des corollaires fonctionnels. En d'autres termes, l'atrophie corticale, les lésions du tissu cérébral ou encore les rigidisations de la paroi des vaisseaux cérébraux observées chez le sujet sénescent sont associées à des variations du débit sanguin et du métabolisme, consommation de glucose et d'oxygène. Ces modifications sont à la fois globales et régionales. Elles ne présentent pas un caractère pathologique mais peuvent être rapprochées du ralentissement général de l'activité chez les personnes âgées.
La vie quotidienne est moins riche, elle est répétitive, l'innovation et la créativité se font de plus en plus rares, modification globale du débit et du métabolisme cérébral. La majorité des études montrent une diminution modérée et progressive du débit sanguin cérébral au cours du vieillissement normal, avec une nette décroissance à partir de 60 ans. Le volume sanguin évolue parallèlement au débit et ce que l'on nomme la réserve de perfusion n'est pas altéré. Ce mécanisme d'équilibration, l'homéostatique, permet de maintenir le rapport entre le débit et le volume sanguin cérébral en ajustant la taille du diamètre des vaisseaux, vasodilatation ou vasoconstriction, en fonction du débit. La consommation cérébrale en oxygène ne montre qu'une légère diminution avec l'âge. En effet, la diminution de l'apport d'oxygène au cerveau liée à la diminution du débit sanguin est composée par une tendance à l'augmentation du taux d'extraction de l'oxygène sanguin par le cerveau. Le taux d'extraction en oxygène est la fraction de l'oxygène apporté par le sang artériel utilisé par le tissu cérébral pour ses besoins métaboliques. Il varie de 35 à 50% en conditions normales. En pathologie, lorsque la réserve de perfusion est dépassée, la chute du débit sanguin peut encore être compensée par une augmentation de l'extraction de l'oxygène qui s'accroît de 100%. Pour maintenir la consommation, ce mécanisme homéostatique est appelé la réserve métabolique. Cependant, lors du vieillissement normal, les modifications entre le débit et la consommation en oxygène ne sont pas assez importantes pour entamer de façon significative la réserve métabolique. Elle pourrait plutôt correspondre à une diminution progressive de la densité capillaire. La consommation cérébrale globale en glucose ne semble pas modifiée au fil des ans. Cette observation ne fait toutefois pas l'unanimité puisque certains auteurs rapportent une légère diminution, modification régionale du débit et du métabolisme cérébral. Une diminution régionale du débit et du métabolisme a été observée dans des régions temporales pariétales, mais surtout dans le cortex frontal. Point. Fin de la page 28. Plus précisément, on note au cours du vieillissement une diminution significative du débit dans la partie médiane du cortex frontal et dans la partie postérieure du cortex pariétal, aire associative, ainsi que dans les régions cingulaires et parhippocampiques, système limbique. Ces modifications de débit et de métabolisme dans les aires corticales associatives et dans les systèmes limbiques pourraient être liées à l'atrophie neuronale observée dans ces régions. Ainsi, en admettant que le métabolisme reflète principalement l'activité synaptique chez les sujets normaux, l'hypométabolisme pourrait relever de la diminution du nombre de synapses. En outre, le vieillissement s'accompagne d'une altération des capacités cognitives et notamment mnésiques qui pourrait être associée à la désactivation fonctionnelle frontale, pariétale et hippocampique. C. Modification de l'activité électrocéphalogramme, EEG. Les enregistrements de l'activité électrique chez les sujets âgés décrivent les modifications avec l'âge des différentes fréquences constitutives du signal EEG spontané. Alpha, bêta, θ et delta. Le rythme alpha, rythme de 8 à 12 Hz, localisé dans les lobes occipitaux postérieurs et obtenu en conditions de repos des yeux fermés de la personne, présente un ralentissement de sa fréquence moyenne au cours de l'avancée en âge. En effet, celle-ci passerait de 9,7 Hz à 60 ans à 8 ou au-delà de 90 ans. En moyenne, elle ralentirait de 1 Hz par an passé les 70 ans. En ce qui concerne l'évolution de la topographie du rythme alpha au cours du vieillissement normal, il y aurait une diffusion vers la région antérieure. Le rythme bêta oscille entre 13 et 30 Hz. Il est perceptible dans la partie frontale lors de l'activité peu soutenue. Sa fréquence diminuerait à partir de 55 ans. Les rythmes lents, θ, rythme de 0,5 à 5 Hz enregistrés lors de sommeil profond et delta, rythme de 5 à 7 Hz enregistrés lors de l'endormissement dans les régions frontales et temporales,
sont également modifiés et on note plus précisément une augmentation des activités au-delà de 50 ans, particulièrement dans la région temporale de l'hémisphère dominant, l'hémisphère gauche pour les droitiers et l'hémisphère droit pour les gauchers. La partie qui suit, plus technique, est consacrée aux modifications qui surviennent dans les systèmes de communication neurochimique lors de la sénescence. En effet, les neurones interagissent au niveau de synapses en libérant des molécules chimiques appelées neurotransmetteurs. Lors du vieillissement du cerveau, ces systèmes de neurotransmission sont altérés. Le développement ci-après s'adresse au lecteur qui veut connaître les détails de ces modifications neurochimiques, mais sa lecture n'est pas indispensable à la compréhension de l'ouvrage. 5 changements dans le système de neurotransmission. Le vieillissement du cerveau s'accompagne de modifications du système de neurotransmission chimique au niveau des synapses. Ces systèmes se distinguent fonctionnellement les uns des autres par la nature de la molécule de neuromédiateurs qu'ils mettent en jeu. On compte ainsi le système dopaminergique, noradrénergique, sérotoninergique, chlorinergique, GABAergique et enfin le système neuropeptidique. Toutefois, il est important de noter qu'aucune relation de cause à effet n'a pu être établie entre le dysfonctionnement d'un système de neurotransmission et la modification en comportement. En conséquence, on ne peut expliquer ce que l'on observe dans la sénescence par des changements chimiques au niveau de la transmission synaptique. Seules des hypothèses peuvent être émises. Les systèmes noradrénergiques, on dispose peu d'études sur l'altération du système noradrénergique au cours du vieillissement. Toutefois, il semble que l'âge soit associé à une perte de neurones situés dans le locus coeruleus, point de départ principal des vaisseaux noradrénergiques, se situant vers le cortex de l'hippocampe. Mais même si le nombre d'activités des neurones de locus coeruleus diminue, on n'observe pas de modification de la libération de la noradrénaline au niveau du cortex cérébral. Le système sérotoninergique, les travaux explorant les effets du vieillissement normal sur le système sérotoninergique sont encore incomplets et parfois contradictoires. Certaines études montrent une diminution significative de la concentration de sérotonine et de son enzyme de synthèse tryptophane hydroxylase dans le corps cellulaire des neurones sérotoninergiques et dans leur terminaison nerveuse au niveau du septum de l'hippocampe. Toutefois, des concentrations non modifiées ont été trouvées sur le cerveau entier. L'évaluation de l'activité des récepteurs sérotoninergiques montre avec l'âge une diminution linéaire de l'efficacité de la liaison entre la molécule et son site récepteur binding force. Au niveau des noyaux gris centraux, noyaux codés et putamen et du cortex frontal, ces travaux biochimiques et réceptologiques ne permettent pas encore de savoir si les modifications du système sérotoninergique présentent une véritable relation causale avec le vieillissement cérébral. Toutefois, ces modifications peuvent être rapprochées des changements biochimiques observés dans la dépression, diminution du taux de sérotonine cérébrale notamment, ce qui pourrait expliquer le nombre important de personnes âgées dépressives. D. Le système cholinergique. Tous les neurones cholinergiques sont caractérisés par la présence de l'enzyme de synthèse l'acétylcholine, la cholineacétyltransférase. Le marquage de cette enzyme permet donc d'évaluer les modifications du système neurotransmission cholinergique. Il était ainsi rapporté une diminution linéaire de la concentration de la cholineacétyltransférase avec l'âge, en particulier dans le cortex frontotemporal de l'hippocampe. Les études immunohistologiques semblent montrer une atrophie neuronale du système cholinergique issu du noyau basal de Mayennert, modéré dans le cadre du vieillissement normal et beaucoup plus important comme nous le verrons dans le cas des maladies d'Alzheimer. Le déclin de l'âge de l'activité cholinergique dans les cerveaux est également révélé par l'analyse des sites récepteurs. Dans ce sens, il a été montré une réduction du nombre de récepteurs dans le cortex frontal, l'hippocampe et les noyaux gris centraux, les noyaux codés des putamen. Toutefois, les études ont confronté au problème
problème de la variabilité de ces modifications en fonction des individus. Tous les êtres vivants ne vieillissent pas au même rythme. Les systèmes GABAergiques, contrairement aux précédents neurotransmetteurs, qui étaient des amines excitatrices, l'acide gamma-aminobutyrique, GABA, est un aminoacide inhibiteur, c'est-à-dire qu'il bloque l'activité du neurone sur laquelle il se fixe. Au cours du vieillissement, il apparaît une baisse d'activité de l'enzyme du système du GABA, le glutamate décarboxylase, ainsi qu'une diminution de concentration de ce neurotransmetteur, essentiellement dans les noyaux thalamiques. F. Les systèmes neuropeptidiques. Le neuropeptidique regroupe un ensemble de neurotransmetteurs comprenant entre autres les hormones hypothalamiques et hypophysiotropes, les hormones endéohypophysaires et les morphines endogènes. Parmi eux, les concentrations de bêta-endorphine et d'encéphaline, morphines endogènes, sont inversement corrélées à l'âge. Plus l'âge augmente et plus la concentration de ces morphines endogènes diminue dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Cette diminution est très largement accentuée. La concentration de corticotropin releasing factor (CRF) est corrélée positivement avec l'âge. Cette hormone hypothalamique hypophysiotrope régule la libération de l'hormone adénohypophysaire corticotrope ATCH, elle-même étant impliquée dans le contrôle de l'activité des glandes surrénales. Situées au-dessus de chaque rein, les glandes surrénales comprennent deux parties dont l'écorce externe. La corticosurrénale est la cible de l'ACTH. Sous son influence, le corticosurrénal sécrète des glucocorticoïdes, hormones stéroïdes. Les conséquences de cette libération sont l'augmentation du taux du glucose dans le sang ainsi que celle de la dégradation des protéines. Mais surtout, en forte concentration, les glucocorticoïdes ont une influence anti-inflammatoire qui entraîne une diminution des réactions du corps de l'endommagement des tissus au cours du vieillissement. L'augmentation de l'ACTH pourrait ainsi accentuer l'aggravation des altérations tissulaires. Ainsi, l'altération qualitative de la neurotransmission constitue l'une des caractéristiques du cerveau sénescent. Les systèmes aminérgiques, dopamine, acétylcholine, noradrénaline et sérotonine semblent être les plus précocement et sévèrement altérés, en dehors de tous les caractères pathologiques. Néanmoins, une interprétation de la sénescence sur la base dysfonctionnement de neurotransmission ne peut être donnée, car il existe une trop grande différence d'échelle entre l'observation biochimique et le comportement. Fin de la page 34.